Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sary, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Avez-vous déjà entendu parler de Narcisse Pelletier, ce jeune marin qui se retrouva seul, épuisé et abandonné au nord de l'Australie après le naufrage de son navire? C'était en 1858. Il avait alors 14 ans. Il fut recueilli par une tribu aborigène où il vécut pendant 17 ans avant d'être récupéré par un bateau anglais. Comme d'habitude, je mets quelques mots de vocabulaire dans la vidéo. Narcisse Pelletier est enterré au cimetière de Saint-Nazaire, ville où il travailla à son retour en France comme gardien de phare. J'ai pu aller sur sa tombe qui est entretenue par l'association des amis de Narcisse Pelletier. On peut y lire son prénom, Narcisse, suivi de Amglo, le nom aborigène que lui donna son père adoptif Mahademan, de la tribu des Outalganu. Après 17 ans, plongé dans une autre culture, il est ramené dans sa ville natale, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. C'est là que je me rends pour écouter Serge Eyri, qui connaît bien cette histoire extraordinaire. Serge Eyri est scénariste de bande dessinée, on dit BD, mais il est également cinéaste et il a réalisé un film, ou plutôt un documentaire, où notamment il évoque le travail de 2 anthropologues australiens pour démêler le faux du vrai au sujet de la vie de Narcisse Pelletier chez les aborigènes. Serge Eyri m'accueille à la Maison des écrivains de la mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la ville natale de Narcisse. Je mets le lien de son film dans la description. Vous avez réalisé il y a quelques années un film sur Narcisse Pelletier. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ce personnage qui a vécu quand même une histoire extraordinaire? Narcisse Pelletier est né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je pense qu'il a eu 3 vies. Il a eu une première vie à Saint-Gilles comme mouche jusqu'à l'âge de 12 ans. Une seconde, lorsqu'il est parti naviguer et qu'il a échoué au large de Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les îles Rossel et qu'il a été recueilli par les Outalganu. Et puis une troisième, lorsqu'il est enlevé, qu'il revient en France et qu'il séjourne quasiment le même nombre d'années à Saint-Nazaire. Comment cette histoire est-elle venue jusqu'à nous? On n'en aurait jamais rien su si un médecin qui s'appelle Constant Merlan, en 1876, le printemps 76, avril, recueille son histoire, son aventure, je dirais entre guillemets, et va faire un récit ethnologique, tel qu'on pouvait le faire au XIXe siècle, avec toutes les réserves, le regard un peu particulier, parfois xénophobe, parfois moqueur, comme pouvait le faire un homme qui était né en 1808. Merlan était né en 1808. Et donc, grâce à ce texte, c'est le premier texte ethnographique sur les Outalganu du Cap York, des temps d'avant, et avant la colonisation européenne. D'autres personnes, et notamment des journalistes, se sont intéressés à ce sujet, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. On a toujours un peu parlé de Narcisse depuis son retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et notamment dans la presse, et la presse depuis le premier article qui signale la présence et l'aventure de Narcisse Pelletier. Les journalistes ont toujours été redondants, se sont recopiés, et je dirais fin 19e et même au cours du 20e siècle. Très sincèrement, il faut attendre le travail un peu très rigoureux, scientifique de 2 Australiens, Stephen Anderson et Atul Chase, dans ce livre qui porte un autre nom, qui s'appelle Pelletier, The Forgotten Castaway of Cap York, le naufragé oublié du Cap York, pour qu'enfin on analyse réellement l'histoire. Là. Que trouve-t-on dans son livre? D'une part, Stephen Anderson fait un chapitre qui est une biographie assez générale, où elle corrige un certain nombre d'erreurs de situation
de Merlan. Chase accentue sur tout le côté ethnographique et le lieu de résidence et comment on a découvert le lieu de résidence. Et surtout, elle traduit pour les anglo-saxons le texte de Constant Merlan, bien entendu en anglais. Et surtout, elle interrompt le récit par des paragraphes où elle donne des explications à l'aide de sources, je dirais, scientifiques et ethnographiques. Stephen Anderson et Atul Chase révèlent réellement le contenu scientifique du livre de Constant Merlan, prouvant que Narcisse Pelletier a bien été chez les Boutalganou et que ce texte est réellement, je dirais, une synthèse des connaissances et que ça corrobore les connaissances des ethnologues du début 20e. Le dessinateur Chanuga, après s'être imprégné de la vie de Narcisse, a publié en 2017 une BD dont vous trouverez des extraits dans le film de Serge Eyry. Alors, qu'est-il arrivé à Narcisse Pelletier pour qu'il se retrouve comme ça adopté par une tribu aborigène? Le Saint-Paul fait naufrage le 11 septembre 1958 vers les îles Rossel. Le capitaine Pinard et quelques marins partent dans une chaloupe à la recherche des secours. Après plusieurs jours, ils touchent la côte nord-est de la péninsule du Cap York en Australie. Ils ont faim et soif, surtout soif. Narcisse part chercher de l'eau, mais à son retour, la chaloupe a disparu. Dans le style français de l'époque, Constant Merlan écrit « La chaloupe ne s'offrit point à ses regards, et sa vue, qui s'étendait au loin sur la mer, ne découvrit aucune voile. » Narcisse est complètement désespéré, et on peut le comprendre aisément, et au bord de l'épuisement, après plusieurs jours, il est recueilli par une tribu aborigène. Il est très fatigué et son futur père adoptif, Mademan, après l'avoir nourri, le laisse plonger dans un profond sommeil. Je vous lis un extrait du livre de Constant Merlan. Se trouvant seul à son réveil, Pelletier eut les plus sinistres pensées. Pourquoi ceux qui l'avaient si bien accueilli la veille l'abandonnaient-ils le lendemain? Les marques d'amitié qu'il en avait reçues n'étaient-elles point une feinte pour cacher leur jeu? N'était-il point parti dans l'intention de recruter des amis, de le tuer? Ces pensées traversant son esprit, il fondit en larmes et invoqua encore la protection divine. Le mousse se trompait. Les deux sauvages, au contraire, étaient animés des meilleures intentions. Il ne s'était absenté quelques instants que pour aller chercher son déjeuner. Pelletier s'était levé à son tour et parcourait les bords de la côte sans voir personne. Ses deux compagnons de nuit, qui l'avaient aperçu, lui faisaient bien des signes d'amitié. Il ne les voyait pas. Quand il les eut reconnus, il y répondit de son mieux, et, de part et d'autre, on s'empressa de se rapprocher. Une fois qu'il l'eut rejoint, les sauvages donnèrent à Pelletier autant de fruits qu'il en avait besoin. Et Mademan, qui n'avait point de famille, l'adopta pour fils et lui donna le nom d'Amglo. C'est ainsi que Amglo vit pendant 17 ans avec sa famille adoptive aborigène. Il y a de plus en plus de navires anglais notamment qui longent l'Australie. Et déjà, un marin avait repéré un homme blanc. Mais c'est en 1875 que le capitaine du John Bell donne l'ordre de capturer cet homme blanc. Le capitaine alors leur donna ordre de retourner au lieu d'où ils arrivaient, de faire miroiter aux yeux des sauvages les objets les plus éblouissants qu'ils eussent jamais vus, de les offrir à Pelletier, s'il voulait venir les chercher, et, une fois qu'il aurait mis le pied à bord,
de le faire prisonnier et de l'amener. Ce projet fut exécuté comme il avait été conçu. Narcisse n'a aucun moyen de se faire comprendre car il ne parle plus le français et encore moins l'anglais. Je vous lis un extrait d'une lettre de Sir John Ottley qui savait parler français. Il relate la conversation qu'il a eue avec Narcisse Pelletier qui recommence petit à petit à parler et à écrire en français. Cette conversation, il l'a eue sur un bateau, le Brisbane, qui ramène Narcisse à Sydney où il va être remis au consul de France. En fait, Narcisse Pelletier m'a par la suite expliqué que les hommes du John Bell avaient eu du mal à comprendre la situation. Il est vrai que les Noirs étaient réticents à le voir partir de force, mais il était également vrai que Narcisse lui-même n'avait aucun désir de quitter la tribu. Malheureusement, il ne connaissait pas l'anglais et n'était pas en mesure de parler aux marins. De plus, il comprit que s'il ne restait pas assis sans bouger, ou s'il essayait de s'enfuir, il lui tirerait dessus. Bref, son sentiment était évidemment que plutôt d'avoir été sauvé, il avait été kidnappé le 11 avril 1875. Voici ce que j'ai trouvé dans un article du Journal illustré, paru fin 1875, l'année de son retour. Aujourd'hui encore, c'est avec regret qu'il parle de ses compagnons. Il a consenti à revenir en Europe, mais la vie civilisée ne lui inspire aucun enthousiasme. Le cœur ne connaît ni la civilisation, ni l'état sauvage. Il aime sous toutes les latitudes, et celui de cet homme peut avoir tissé au sol australien de profondes attaches. Cette histoire m'a beaucoup émue. Merci encore à Serge Eyri pour son aide précieuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la vie de Narcisse Pelletier. Regardez les liens dans la description, certains extraits de films sont sous-titrés en anglais. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.